traite de nombreux malades avec ces anticorps d'immunothérapie. Si on prend le tableau en France à l'heure actuelle, on a des donc c'est-à-dire des autorisations dans différentes pathologies comme le mélanome, qui est un cancer de la peau, le cancer du rein, le cancer bronchique. Ah. Ou alors retire le micro. Allez-y, essayez. On recommence depuis le... On va recommencer depuis le début, il n'y avait pas de son? Non, non, a priori non. Alors on recommence. Claire Dumas-Bonnetin pour les Sentinelles. Nous sommes ce soir à Dijon au centre Georges-François Leclerc pour recevoir le professeur François Guéringueli qui consulte en oncologie et qui parallèlement à ses consultations et son activité médicale développe une recherche dont les résultats ont un rayonnement national et international. Ce soir, le sujet est l'immunothérapie qu'il maîtrise et nous fait l'honneur de développer avec nous. Donc, François, bonjour, merci. Donc, je suis professeur d'oncologie et donc je dirige une unité INSERM. Donc en fait, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie dans les cancers à l'heure actuelle? Donc l'immunothérapie à l'heure actuelle, c'est essentiellement des anticorps. Ce sont des anticorps assez particuliers puisqu'ils ont la propriété ne pas cibler directement les cellules cancéreuses, mais d'agir directement sur nos lymphocytes, c'est-à-dire des globules blancs qui circulent dans le sang, mais qui sont aussi dans les tumeurs. Ces anticorps ont la capacité de réveiller ces lymphocytes pour les rendre plus actifs. Et en les rendant plus actifs, ils les aident à reconnaître les cellules cancéreuses et à les détruire. Alors, en ce moment, l'utilisation de l'immunothérapie, c'est une pratique quotidienne en cancérologie. À l'heure actuelle, en France, vous avez des AMM, donc des autorisations, pour différents cancers, comme le cancer bronchique, le mélanome, les cancers ORL et les cancers du rein, par exemple. Alors, on a eu, dans un premier temps, des questions sur des situations un petit peu particulières, en particulier une patiente qui suivait un traitement impliquant des cycles d'immunothérapie, qui a développé en cours de traitement un fulgurant qui aurait vu son ophtalmo et elle souhaiterait savoir si dans ces conditions éventuellement l'immunothérapie pourrait en être responsable, enfin ou pourrait avoir une part de responsabilité dans l'apparition de ce glaucome fulgurant. Et si oui, ou d'ailleurs si oui ou sinon, si en fait il est judicieux de poursuivre la thérapeutique avec l'immunothérapie. Alors, c'est une question très intéressante puisque ça soulève le problème de la toxicité de l'immunothérapie. Donc, l'immunothérapie, contrairement à la chimiothérapie, ça n'a pas du tout les mêmes effets secondaires. Vous savez que la chimiothérapie, la plupart du temps, ça induit des nausées, des vomissements, ça fait perdre les cheveux. Là, ce n'est pas du tout le cas. En fait, comme ça active les globules blancs, ils vont trop fort, entre guillemets, et aussi pas simplement s'attaquer à la tumeur, mais aussi s'attaquer à vous. Et donc, ça peut entraîner des problèmes de peau, des problèmes de cœur, des problèmes de poumons, de reins, etc. Ça peut agir sur tous vos organes pour donner ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Un petit peu comme il existe des maladies auto-immunes dans la population. Ça se traite avec des médicaments qui s'appellent les corticoïdes, qui permettent d'annuler ces effets et de revenir à une situation normale. Et la plupart du temps, ça se gère relativement bien dans la plupart des cas. Dans le cas précis de cette patiente, à ma connaissance, je n'ai pas notion que ces médicaments puissent induire ce genre de glaucome. Alors, personnellement, je n'en ai jamais vu et à ma connaissance, je ne pense pas. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que normalement, l'oncologue a pour but, notamment en s'aidant des pharmaciens, de rechercher si l'effet secondaire est lié au médicament, à l'immunothérapie. S'il est lié, alors il faut d'abord arrêter le traitement et traiter cet effet secondaire. Si cet effet secondaire est ensuite résolu, s'il y a un très grand bénéfice
du traitement, c'est peut-être bien de continuer, et c'est une discussion au cas par cas avec votre cancérologue. Si par contre l'effet secondaire est très difficile à contrôler, ou si le traitement ne marche pas très très bien, dans ce cas-là, on préfère arrêter. Très bien. Une question plus globale, en fait, concernant, je reprends un petit peu les questions qui étaient posées par rapport à des situations individuelles de précision à apporter quant aux indications de ces immunothérapies, en particulier d'un point de vue général, d'une part, dans quel type de cancer ou dans quelle situation ça peut se prescrire, et par ailleurs, dans le cadre précis du cancer du sein, pourquoi est-ce que certaines femmes qui présenteraient un cancer du sein métastasé ne seraient pas éligibles en fait à l'administration d'une immunothérapie? Alors, pour l'instant, l'immunothérapie est possible dans de nombreux cas de pathologie, mais pas dans toutes les pathologies. Pourquoi? D'abord, déjà parce que l'efficacité n'est pas la même suivant les maladies. Dans le cadre du cancer du sein, en France, on a une autorisation de faire de l'immunothérapie en première ligne de cancer du sein métastatique, c'est-à-dire quand les malades n'ont pas encore reçu de chimiothérapie, et uniquement dans le cadre des malades qui sont ce qu'on appelle triple négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récepteur aux hormones et qu'il n'y a pas d'expression d'HER2 qui permet de donner de l'herceptine. Donc, en fait, ça représente environ 20% des cancers du sein métastatiques en France. Après, il y a d'autres indications qui vont apparaître, notamment dans des situations plus précoces, c'est-à-dire en situation néoadjuvante, c'est-à-dire quand on a la tumeur dans le sein, qu'on fait un traitement et que ensuite on enlève la tumeur, puisqu'il y a eu des données qui ont été présentées dans les congrès récents où ça semble être très efficace, donc c'est quelque chose où ça va arriver. Malheureusement, dans la plupart des cancers du sein, c'est-à-dire les cancers du sein où il y a des récepteurs hormonaux, il y a des très bons traitements qui ne sont pas de l'immunothérapie et qui sont, pour l'instant, plus efficaces que l'immunothérapie. Très bien. Et on reste un peu dans la sphère gynécologique. On est beaucoup interpellé sur l'utilisation de l'immunothérapie dans des cancers dans le cancer de l'ovaire en particulier. Est-ce que vous avez des informations à communiquer? Oui. Dans le cancer de l'ovaire, pour l'instant, on n'a pas accès à l'immunothérapie dans le cadre de l'AMM. Donc si vous allez, c'est votre oncologue standard, on ne peut pas avoir accès à l'immunothérapie. Par contre, il existe à l'heure actuelle de nombreux essais thérapeutiques où on associe l'immunothérapie avec d'autres médicaments. Parce qu'en fait, ce qu'on sait dans le cancer de l'ovaire, c'est que l'immunothérapie toute seule, ça ne marche pas. Par contre, ce qu'on a l'impression, c'est que couplé avec des médicaments particuliers en cachet ou la chimiothérapie, ça a l'air d'être assez efficace et d'être plus efficace que les traitements standards sans ajouter de toxicité supplémentaire. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, au centre, ici, on a un essai qui est ouvert dans plusieurs autres centres de lutte contre le cancer qui permet à des malades qui ont déjà eu un premier traitement pour le cancer de l'ovaire, le traitement n'est pas suffisant et qu'il y a eu une rechute, de les traiter avec une combinaison de chimiothérapie plus d'immunothérapie et on a des résultats qui sont assez encourageants. Donc c'est des études qui pour l'instant sont ouvertes à Lyon et à Paris aussi. D'accord. Je vais vous faire un petit peu basculer d'une thématique à une autre. On me pose à l'instant la question par rapport à l'utilisation de l'immunothérapie. Dans le cadre de métastases cérébrales, certaines personnes auraient eu l'indication, enfin, on leur aurait communiqué qu'il n'était pas conseillé de prendre de l'immunothérapie si on avait des métastases cérébrales. Alors, ça, c'est une question qui est très compliquée parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les choses ne sont pas complètement tranchées d'un point de vue scientifique.
ce cas s'adresse essentiellement à l'heure actuelle à deux pathologies qui sont le cancer du rein et le cancer bronchique, où c'est des maladies, et puis le mélanome, où c'est des maladies où il y a fréquemment des métastases cérébrales et qu'on a une indication de l'immunothérapie. Dans ces cas, la métastase cérébrale, il faut d'abord la traiter, c'est-à-dire soit l'opérer, soit faire des rayons, soit faire la chirurgie plus les rayons. Parce que, en fait, la métastase, elle appuie sur le cerveau, c'est pas bon pour le reste du cerveau, et si on peut l'enlever, c'est toujours mieux. Deuxièmement, quand on a une métastase cérébrale, souvent il y a de la maladie ailleurs, et il peut y avoir une indication d'immunothérapie. Au départ, les pneumologues ont eu très peur qu'il y ait de l'inflammation dans le cerveau et que ça soit mauvais de faire de l'immunothérapie. Et en fait, avec un peu plus de recul, maintenant, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qu'on peut gérer. Alors bien évidemment, il y a des cas particuliers, il faut voir le dossier médical. Bien évidemment, on ne peut pas donner une réponse générale qui s'adresse à tout le monde, mais souvent, c'est possible dans le cadre de la pratique courante. Après, dans les essais thérapeutiques, c'est plus compliqué. Souvent, on ne peut pas, pour des raisons compliquées liées au cadre réglementaire des essais thérapeutiques. Voilà. On reste sur les toxicités, enfin, on passe aux toxicités. En fait, là, d'un point de vue individuel, après 4 mois de traitement sous immunothérapie, est-ce qu'il est normal d'éprouver de la fatigue et de moins manger? Alors, est-ce que ça fait partie des... La fatigue, c'est quelque chose, oui, c'est important à dire. C'est assez bizarre, mais c'est un facteur, des effets secondaires extrêmement fréquents avec l'immunothérapie. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que pour l'instant, on n'a pas de mécanisme qui explique pourquoi les gens sont fatigués, mais c'est quelque chose qu'on voit très, très fréquemment que avec l'immunothérapie, les gens se plaignent de fatigue. Donc, des effets secondaires, un des bilans systématiques qu'on fait, c'est de regarder si la thyroïde fonctionne bien, puisque un des effets secondaires classiques de l'immunothérapie sur la thyroïde et un des symptômes du dysfonctionnement de la thyroïde, c'est la fatigue notamment. Très bien. Et pour les indications, enfin pour l'évolution des nouvelles données scientifiques qui sortent actuellement par rapport aux différentes cibles de l'immunothérapie en délocalisation plus large, au-delà des cancers gynécologiques, vous avez des notions de ce qui peut... Oui. L'immunothérapie à l'heure actuelle, c'est quand même un peu extraordinaire parce que le même médicament, donc c'est-à-dire les anticorps qui ciblent une molécule qui s'appelle PD1, donc après il y a différents médicaments commerciaux, mais après en gros c'est tous les mêmes, ils agissent dans quasiment tous les cancers solides. Il y a quelques exceptions comme le pancréas, où ça ne marche pas du tout en monothérapie, mais sinon ça marche un petit peu dans toutes les pathologies. La question importante à l'heure actuelle, de tester des nouvelles maladies, parce qu'on sait que ça marche un peu, c'est de trouver les malades où on est sûr que ça va marcher. Et en ce moment, il y a un énorme effort pour arriver à mieux sélectionner les malades et dire, vous, je peux vous proposer l'immunothérapie parce que vous avez de grandes chances que ça marche. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas bien le faire et c'est là où va la recherche parce qu'il y a plein de pistes et c'est ça qui va être le développement assez rapide où en fait, on fera le diagnostic de la tumeur et après, on fera des analyses génétiques, etc. pour dire, ouais, vous, c'est plutôt l'immunothérapie. C'est ça qui va arriver. Et après, l'autre truc qui va arriver, c'est les combinaisons. Les combinaisons, pour les gens où l'immunothérapie toute seule, ça ne marche pas, où on va associer avec soit de la chimio, soit des rayons,
soit d'autres médicaments d'immunothérapie, soit des petites molécules en comprimé qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Et ça, déjà, par exemple, dans le cancer du rein, c'est déjà arrivé. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que quand vous dites le traitement qui convient pour tel individu, etc., en fait, pourquoi certains individus seraient plus répondeurs que d'autres et pourquoi on ciblerait certains individus plus que d'autres? Alors ça, c'est souvent, les gens, enfin, en général, je trouve, on a du mal à comprendre. Parce qu'en fait, on se dit, moi j'ai un cancer du sein ou j'ai un cancer du côlon, bon, mon ami il a aussi ça, c'est la même maladie. Et en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, d'un point de vue immunitaire, souvent, un cancer du sein et le cancer du sein de votre voisine, eh ben, il peut avoir rien du tout à voir avec ces deux maladies complètement différentes. Et qu'à l'inverse, votre cancer du sein et le cancer du côlon de monsieur, ils vont être extrêmement proches. Et en fait, à l'heure actuelle, on est en train de développer des choses qu'on va analyser sur un prélèvement tumoral ou sur une prise de sang, qui vont nous permettre de définir un petit peu comment elle est, la tumeur, au-delà par rapport au système immunitaire, ce qui va nous permettre de prédire que oui, dans votre tumeur, il y a des globules blancs, oui, dans votre tumeur, vos sont réveillables, et oui, ça peut être efficace pour vous. Et c'est ça souvent qui est difficile à comprendre, et ce qui va vraiment changer la cancérologie, c'est que dans très très peu de temps, on va plus réellement parler de cancer du sein, de cancer du côlon, de cancer du poumon, mais de cancer qui a telle anomalie qui fait que ça va répondre à tel médicament. Et que d'où ils viennent, dans 10 ans, on n'en aura plus rien à faire. Très bien. Merci. Et oui, alors, la place de l'immunothérapie dans le cancer du côlon métastatique. Ah, voilà, là c'est gentil parce que vous parlez un petit peu de mon domaine de prédilection, puisque moi je travaille en cancérologie digestive. Hein. C'est les malades que je traite, c'est essentiellement des malades qui ont des cancers du tube digestif. Donc, l'immunothérapie, c'est très compliqué dans le cancer du côlon. Dans le cancer du côlon, il y a deux maladies en fait. Vous avez une maladie qui est très très sensible à l'immunothérapie, qui a un petit nom qui s'appelle tumeur MSI. Voilà. En gros, c'est 4 à 5% des malades. Chez ces malades-là, l'immunothérapie, c'est magique. Vous leur donnez le médicament, ça marche qu'une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, et vous avez... et ça a vraiment révolutionné les choses, parce que les traitements de chimio, chez ces malades-là, ça ne marche pas super bien. Et dans le reste des malades, l'immunothérapie toute seule, ça ne marche pas du tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pensé pendant de nombreuses années que c'était une maladie pour laquelle l'immunothérapie, c'était poubelle, ça ne servait à rien. Et en fait, nous, on a énormément travaillé là-dessus, on a monté des essais thérapeutiques, là vient de finir. Et en fait, très probablement, en combinant différents médicaments d'immunothérapie plus de la chimio, on est capable de rendre ces maladies sensibles à l'immunothérapie. Malheureusement, pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement et donc ça ne va pas arriver sur le marché tout de suite. Ça va venir dans quelques années, mais déjà, vous avez accès à différents essais thérapeutiques qui sont présents essentiellement à Paris. Excusez-moi. C'est les aléas de la technique. C'est ça. Merci. Ah oui. Et concernant la place de l'immunothérapie dans la stratégie de traitement des cancers du sein HER2+. Alors, donc, à l'heure actuelle, on n'utilise pas l'immunothérapie proprement dite dans les cancers du sein HER2+. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez des médicaments qui marchent super bien. Vous avez l'herceptine et ses petits cousins, et de nouveaux médicaments qui ressemblent à l'herceptine, où on met des poisons sur l'anticorps qui sont hyper efficaces, et il y en a de plus en plus, et donc ça permet déjà d'avoir des résultats extraordinaires dans cette maladie.
Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxièmement, à l'heure actuelle, il y a un vrai intérêt de combiner l'herceptine ou les traitements anti-HER2 avec de l'immunothérapie. Et il y a des essais en cours dans quelques centres, c'est assez rare en France, hein, c'est plus aux États-Unis. Et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va apporter un plus. Mais sur une maladie où pour l'instant, vous avez quand même des médicaments qui sont ordinaires et qui donnent des réponses vraiment très très importantes. Donc c'est vrai que c'est des médicaments qui ont du mal à se développer tellement les autres médicaments sont très efficaces. Alors on a vu que l'herceptine c'était un traitement qui utilise l'immunité mais pas directement celle du patient. Qu'en est-il en fait de l'immunothérapie pas en comparatif mais par rapport en fait à l'herceptine et son utilisation? Alors l'herceptine en fait c'est un anticorps. Donc un anticorps c'est un produit qui est fabriqué par les lymphocytes B qui est censé vous défendre contre soit des agents infectieux et là dans ce cas-là contre vos cellules cancéreuses qui expriment la protéine HER2. Donc c'est un médicament qui agit directement sur les cellules cancéreuses mais qui vient du système immunitaire. Donc c'est entre guillemets un petit peu de l'immunothérapie mais qui agit directement en cancéreuse en la tuant. Ça la tue notamment en activant un petit peu les cellules immunitaires et cette activation du système immunitaire aide à l'efficacité. C'est pour ça que les anticorps d'immunothérapie proprement dit, qui eux n'agissent pas sur les cellules cancéreuses mais qui font que de réveiller les lymphocytes, vont probablement être des bonnes combinaisons parce que vous amenez un anticorps qui se colle sur la cellule cancéreuse, qui de l'autre côté active un peu les globules blancs et si vous rajoutez de l'immunothérapie qui va encore plus activer les globules blancs, vous vous dites que globalement, ça va faire bon ménage ensemble. Donc ça, c'est des choses qui se développent à l'heure actuelle. Alors, donc ça, on vient de voir globalement. Excusez-moi, je reprends la main parce que mon écran a changé d'allure. On n'a pas de questions. Ah, c'est pour ça en fait. Je me disais que. Ok. Alors, du coup, moi, j'avais une question. Finalement, vous nous expliquez en fait que, par exemple, dans le cas de la prise d'herceptine, on peut imaginer, on pourrait supposer que l'immunothérapie ait un effet positif et que la combinaison serait efficace. Est-ce que c'est fonction des individus? Est-ce que, comme on a vu tout à l'heure, comme vous nous avez expliqué qu'il y avait des gens qui étaient répondeurs, peut-être plus, enfin en tout cas qui étaient peut-être mieux répondeurs, est-ce que ça signifie que l'herceptine plus l'immunothérapie serait efficace chez ces gens-là ou chez tout le monde? Alors en fait, l'herceptine plus l'immunothérapie, ça ne va être efficace que chez les malades qui expriment HER2, puisque l'immunothérapie, ça ne fonctionne que lorsque, les anticorps comme l'herceptine, ça ne marche que lorsqu'il y a une hyperexpression d'HER2. Donc en fait, ça sera vraiment uniquement limité à cette population de malades à l'heure actuelle. Et vous qui travaillez en fait dans le domaine de la cancérologie, de l'oncologie digestive, quels sont votre sentiment sur l'évolution, en fait, la place que va prendre l'immunothérapie? Alors je vous parle de l'oncologie digestive parce que j'imagine qu'on ne peut pas faire une projection sur toutes les localisations, mais dans ce domaine-là que vous connaissez bien, vous pensez en fait que ça va des choses formidables qui vont se profiler dans l'avenir? Alors, à l'heure actuelle, oui, il y a plusieurs maladies où il va y avoir un intérêt de l'immunothérapie. Si on prend à l'heure actuelle les deux maladies où
il se passe quelque chose vraiment de manière très importante. C'est le cancer du foie, l'hépatocarcinome, qui se développe sur un terrain de cirrhose, et le cancer de l'anus, qui est lié au papillomavirus, comme le cancer du col de l'utérus. Et en fait, dans ces deux types de cancers, l'immunothérapie en monothérapie fonctionne un peu. Et en fait, quand on associe l'immunothérapie dans le cancer du foie avec des médicaments qui bloquent la vascularisation, et dans le cancer de l'anus, lorsqu'on le couple avec de la chimiothérapie, on a des réponses complètes ou majeures, extrêmement encourageantes. À l'heure actuelle, c'est dans le cadre d'études de phase 2, donc c'est pas très avancé, mais on peut déjà prendre de traitement à des malades, et vraiment, on a vraiment des résultats extraordinaires chez certains malades, alors qu'avant, c'était quand même des maladies qui étaient assez difficiles à traiter, avec des traitements actifs et plus difficiles à supporter. Et moins dans le cancer du col de l'utérus. Dans le col de l'utérus, il y a aussi des essais. Ça a l'air aussi d'être efficace. Et par contre, c'est pas efficace tout seul. Il y a besoin probablement soit de chimiothérapie, soit de radiothérapie avec. Et en fait, là, il y a un point que vous soulevez qui est très intéressant. C'est qu'en fait, vous savez qu'il y a des cancers qui sont induits par un virus. Pour le foie, vous avez l'hépatite B, l'hépatite C. Pour le cancer du col et de l'anus, vous avez le papillomavirus. Et puis il y a d'autres cancers plus rares où ça arrive. Et en fait, vu que c'est un virus, votre système immunitaire, il est fait pour reconnaître les bactéries, les virus. Donc en fait, votre système immunitaire, il sait reconnaître un petit peu les cellules cancéreuses infectées par le virus, mais elles ne fonctionnent pas suffisamment bien pour éliminer le cancer. Et en fait, l'immunothérapie dans ces maladies, c'est probablement une super bonne idée, parce qu'en fait, c'est facile, entre guillemets, de réactiver ces cellules pour qu'elles s'attaquent au virus et qu'elles tuent les cellules cancéreuses. Alors, suite à la question que je vous avais posée par rapport à la manière avec laquelle vous envisagez, vous, en tant que chercheur, et la place de l'immunothérapie dans l'avenir, on est d'accord, globalement, en fait, il y a moins d'effets, moins de toxicité avec de l'immunothérapie qu'avec des chimiothérapies. Là-dessus, vous seriez d'accord? Alors là, oui, très clairement. Très clairement. Ce que j'avance. Oui. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager, dans les années à venir, qu'il n'y ait plus de chimiothérapie et qu'on soit traité uniquement avec de l'immunothérapie? Alors, je vais vous donner un exemple qui vient d'être publié à l'heure actuelle, dans le cancer de la gorge. Dans le cancer de la gorge, à l'heure actuelle, on traite les malades métastatiques avec de la chimiothérapie, qui sont, pour parler très simplement, entre guillemets, une grosse chimiothérapie, c'est-à-dire une chimiothérapie qui donne pas mal d'effets secondaires. C'est vraiment pas très très agréable. Et on a comparé cette chimio pas très agréable à de l'immunothérapie seule. Et en fait, les deux traitements sont, on va dire, à peu près équivalents, c'est-à-dire c'est un tout petit peu mieux l'immunothérapie, mais la différence, elle n'est pas très très importante. Mais par contre, quand on pose des questions sur la qualité de vie des gens, sur le confort, alors là, c'est complètement le jour et la nuit. Avec l'immunothérapie, les gens, ils vont bien, ils vivent normalement, ils sont chez eux, ils ne sont pas hospitalisés, ils s'est traités en hôpital de jour, ils viennent une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, et ça va super bien, tandis qu'avec la chimiothérapie, ça va. Et donc là, même à efficacité équivalente, vous avez quand même un bénéfice qui est énorme pour la qualité de vie. Très bien. Et du coup, la question qui se pose en sus, c'est... on avait parlé des toxicités, il y avait quand même la fatigue apparemment que l'immunothérapie générait. Connexion très mauvaise. Excusez-moi, je... Non, c'est pas le son. Pardon. Ouais. Donc on avait dit qu'on en venait à la fin de la chimiothérapie.
Alors, finalement, pas de bénéfice supplémentaire, excepté dans certaines situations. La situation que vous aviez citée, les patients qui ont des résultats fulgurants, en fait, qui n'avaient pas. Et sinon, à efficacité égale avec la chimiothérapie, beaucoup moins d'effets secondaires. J'attends de nouvelles questions. À moins que vous ayez une idée sur quelque chose qui pourrait être développé précisément. L'intérêt de l'immunothérapie. Je vais peut-être juste couper le Wi-Fi et te mettre en 4G pour être sûr que la connexion soit bonne. Excusez-moi les sentinelles, 2 minutes. Il y a, semble-t-il, un petit problème de connexion. Donc, balayer vers le haut. Balayer vers le haut. Supérieur à partir de maintenant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je voyais pas. Alors si, en fait, il y a quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de. Est-ce qu'il y a beaucoup de molécules sur le marché actuellement? Alors oui. Pour l'instant, il y a plusieurs molécules sur le marché. Vous avez 2 anticorps qui ciblent PDL1, qui s'appellent le durvalumab et l'atezolizumab, et 2 médicaments qui ciblent PD1 qui s'appellent le pembrolizumab et le nivolumab. Et puis vous avez un anticorps anti-CTLA4 qui s'appelle l'ipilimumab, qui est uniquement utilisé dans le mélanome métastatique. Globalement, ces médicaments qui ciblent PD1 et PDL1, ils se valent et ils ont à peu près la même toxicité et les mêmes efficacités. Après, leurs AMM dépendent en fait de là où les industriels les ont développés en première indication. Donc, par exemple, dans le cancer du sein, ça sera le pembrolizumab qui sera utilisé avec la chimiothérapie. Apparemment, on avait un problème de Wi-Fi. Ça marche mieux. Du coup, moi, il y avait une question aussi qu'une sentinelle avait évoquée par rapport au cancer du pancréas, parce qu'effectivement, c'est une problématique. Enfin, c'est une localisation qui a l'air d'être assez compliquée dans son approche thérapeutique. En tout cas, pour l'immunothérapie, ça fonctionne pas bien. Le cancer? Dans le cancer du pancréas. Oui. Alors, dans le cancer du pancréas, c'est une maladie qui est très compliquée à traiter. En fait, vous avez un gros problème avec le cancer du pancréas, c'est que dans une tumeur, vous avez quelques cellules cancéreuses et beaucoup de fibres autour qui font une espèce de coque qui protège les cellules cancéreuses de la chimiothérapie, de l'immunothérapie et de tout ce que vous pouvez faire. Et donc, en fait, c'est comme si vous arriviez avec une tumeur qui a son armure de protection et en fait, vous êtes un peu démuni parce que vous n'arrivez pas à traverser cette armure pour attaquer les cellules cancéreuses. Donc, c'est vraiment ce qui nous pose problème. L'immunothérapie, c'était testé en monothérapie, ça ne marche pas. À l'heure actuelle, il y a des essais pour essayer de combiner avec de la chimiothérapie. C'est quand même compliqué. Pour l'instant, ça reste quand même pas la meilleure maladie pour l'immunothérapie. Ou la meilleure thérapeutique pour cette maladie. Oui, c'est ça. Un traitement, alors après vous allez me dire que ça dépend peut-être des localisations, du type de cancer, etc. Et peut-être même du type de personne. Un traitement en immunothérapie, ça dure combien de temps à peu près? D'un point de vue pratique, comment ça se... La réponse, c'est que pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie métastatique, on donne l'immunothérapie et en fait, tant que ça marche et qu'il reste de la maladie, on n'arrête pas le traitement, sauf s'il y a une toxicité, bien évidemment, mais en fait, on n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces médicaments réveillent des cellules endormies. Mais en fait, si vous arrêtez de les réveiller, elles se réendorment, les cellules. Et donc, la tumeur peut à nouveau repousser. On arrête le traitement
que si en fait toute la tumeur a disparu, où là, on peut se dire que raisonnablement, on a tué tout le cancer, et donc il y a de bonnes chances d'arrêter le traitement puisque le malade est probablement guéri par l'immunothérapie. D'accord, très bien. J'essaie d'identifier les questions. Résultat positif, moins récidive. Oui. Oui, je vais formuler la question. Est-ce qu'en fait l'immunothérapie a montré des résultats positifs sur les récidives de certains cancers? Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'était essentiellement développé au départ dans le cadre des maladies métastatiques, donc des maladies qui avaient déjà eu de la chimiothérapie et qui avaient été soit inefficaces, soit marchaient, et puis ensuite il y avait une rechute. Et donc, dans le cadre du cancer bronchique, dans le cadre des cancers de la gorge, c'est vraiment des traitements qui marchent très bien en cas de récidive. Dans d'autres tumeurs comme le cancer du sein, par exemple, on sait que plus on traite tôt les malades par immunothérapie, plus ça marche. Parce qu'en fait, le système immunitaire, il est très fort au début de la maladie, et plus on avance dans la maladie, plus il est fatigué, et plus c'est difficile de le réveiller. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que petit à petit, on va traiter de plus en plus tôt les malades avec de l'immunothérapie, parce que plus on les traite tôt, mieux ça marche. Très bien. Donc, on nous a demandé, en fait, là, je ne vous fais pas intervenir, on nous a demandé si la vidéo serait remise en ligne, parce qu'apparemment, elle était très hachée en début de parcours, et nous en excusons. Oui, elle sera remise en ligne, donc vous pourrez la consulter et consulter les réponses du professeur Guerengeli ultérieurement. Ah oui. Oui, si. En fait, on l'a identifié tout à l'heure. Enfin, vous l'avez évoqué. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, cette immunothérapie. Hein. Donc, du coup, vous avez parlé de marqueurs. Est-ce que ça va se faire systématiquement dans toutes les situations? Est-ce qu'a priori, vous pouvez nous donner une idée de... Est-ce que ça concerne 5% Alors, parlez peut-être de ce que... Non, moi je peux parler, voilà, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est vraiment mon domaine de recherche, c'est essayer de trouver les malades chez qui ça va marcher. L'immunothérapie, c'est essentiellement, c'est une des grosses parties de mon travail de recherche. Si on prend une maladie comme le cancer du poumon, dans le cancer du poumon, on a déjà des marqueurs qu'on utilise pour prédire l'efficacité de l'immunothérapie. Donc en routine, on regarde l'expression d'un marqueur qui s'appelle PDL1, qui est en fait une des cibles de l'immunothérapie. Donc bien évidemment, s'il y a la cible du médicament, on se dit que le médicament, il va mieux marcher. Donc là, on sait que quand il y a une forte expression de ce marqueur, il faut faire de l'immunothérapie et que ça a de bonnes chances de marcher. Après, on a d'autres marqueurs qui se développent à l'heure actuelle, qui s'appellent notamment ce qu'on appelle la charge mutationnelle. Ça veut dire que, en fait, dans tout cancer, un cancer, c'est une maladie génétique de votre cellule cancéreuse. C'est-à-dire que dans la cellule cancéreuse, il y a une anomalie du code génétique. Et en fait, on peut compter le nombre d'anomalies qu'il y a dans le code génétique. Et en fait, plus il y en a, mieux l'immunothérapie marche. Donc maintenant, on peut faire des analyses génétiques en prélevant un petit bout de tumeur et en l'analysant avec des techniques de génétique pour compter ce nombre de mutations. Et on sait que plus il y en a, mieux ça va marcher. Donc ça, c'est encore des trucs qui sont accessibles que dans le cadre de la recherche en France, mais ça va se développer de plus en plus parce que c'est validé. Et ça va nous permettre de mieux cibler les malades. Donc je vous ai donné l'exemple du cancer du poumon parce que c'est vraiment là où se pose la question clinique à l'heure actuelle, mais c'est vrai de manière générale ce que je vous ai dit. Donc à terme,
c'est des choses qu'on fera pour toutes les maladies, très vraisemblablement. Très bien. Oui, c'est ce que... Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué en fait sur la durée de traitement. Comment est-ce qu'on sait? Parce que vous disiez tout à l'heure, alors dans la stratégie, on commence plus tôt l'immunothérapie. Enfin, on essaye de commencer plus tôt. On arrête une fois qu'on n'a plus de tumeur, hein, c'est ça? Voilà, donc la réponse, on est guéri à ce moment-là, en fait. Ouais, pour aller un peu plus loin, donc en fait, vous avez deux types d'indications de l'immunothérapie. Vous avez, à l'heure actuelle, par exemple, dans le mélanome, on donne l'immunothérapie en situation adjuvante, c'est-à-dire que vous avez un mélanome, donc une tumeur de la peau, avec des ganglions malades, donc comme pour un cancer du sein, donc on enlève la tumeur et on enlève les ganglions. Et ensuite, on ne fait pas de la chimiothérapie adjuvante ou de la radiothérapie adjuvante, on fait de l'immunothérapie adjuvante. Et là, dans ce cas-là, on fait simplement 1 an de traitement. Dans le cadre d'une maladie métastatique, on traite jusqu'à temps que la maladie disparaisse dans sa totalité. Sinon, s'il reste de la maladie, on essaye de ne jamais arrêter, sauf s'il y a une toxicité. D'accord. Donc du coup, on peut se retrouver sous immunothérapie très longtemps? Tout à fait. Ouais. Mais bon, pour vous donner juste un exemple comme ça, qui a juste une valeur iconographique, hein, j'ai des malades que je traite pour des cancers bronchiques, puisque je ne fais pas que de l'oncologie digestive, qu'on traite par immunothérapie depuis 2 ou 3 ans, et qui avaient une maladie évoluée avec des symptômes, et qui maintenant vivent complètement normalement. Ils viennent simplement 1 fois par mois en hôpital de jour, et le reste du temps, ils travaillent, ils ont une vie complètement normale, ils sont un petit peu fatigués, certes, c'est embêtant, mais ils vivent normalement, et ils ont leurs cheveux, et ils n'ont pas l'air malades quand on les regarde, et je trouve que c'est quand même vraiment bien pour cette maladie. Plus confortable, oui. Plus confortable à vivre. Oui, bien évidemment. Voilà. Surtout quand on sait que dans certaines pathologies, effectivement, les chimiothérapies sont lourdes et en toxicité. Moi, j'ai pas de... Il y a une question de Delphine sur la recherche. Ah oui, effectivement, pardon. Est-ce que c'est une recherche que vous faites pour tous vos patients? Alors, je vous laisse expliquer ce que c'est que la recherche aussi en même temps. Alors, l'immunothérapie, on fait de la recherche dans le domaine de l'immunothérapie, mais on le fait dans le cadre de protocoles de soins. Donc, c'est-à-dire, il y a deux... c'est un peu compliqué, en fait. Pour développer un médicament d'immunothérapie, au départ, vous n'avez pas le droit de faire de l'expérimentation chez les êtres humains. C'est pas bien. Parce qu'au départ, on ne sait pas bien ce qu'on fait. Donc, en fait, on commence les expérimentations sur des modèles de souris, des modèles animaux. Et ensuite, une fois qu'on a l'impression d'avoir quelque chose qui est bien et qui, entre guillemets, guérit les souris, ensuite, on développe des stratégies pour traiter les malades dans le cadre d'essais cliniques. Ce qui veut donc dire qu'il y a un cadre avec des indications, des traitements, et que malheureusement, tout le monde ne peut pas bénéficier de l'immunothérapie dans le cadre d'essais cliniques parce qu'on est obligé de mettre un cadre pour que tous les malades se ressemblent et qu'on puisse les comparer. Et donc, malheureusement, on ne peut pas donner ça à tout le monde tant qu'il n'y a pas une AMM et qu'on est sûr, avec un grand niveau de preuve, que ça va marcher chez tout le monde. Donc ça prend un certain temps. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché de la molécule qui a été testée. C'est le moment où le médicament il a prouvé son efficacité et que vous avez le droit de le prescrire sur une ordonnance. Avec les critères d'indication, une fois que tout est bien ficelé. Et donc, du coup, vous proposez ces recherches à vos patients? Oui. Puisqu'en fait, donc, moi, je m'occupe d'une unité de phase précoce. Hein, donc, c'est des essais thérapeutiques qui sont au tout début du développement des médicaments. Et donc, en fait, les médecins m'adressent des malades où je regarde
si j'ai des essais thérapeutiques dans mon unité qui correspondent à leur pathologie. Et donc, dans ce cas-là, si le patient, bien évidemment, est d'accord et a été informé des risques de participer à cet essai, puisque bien évidemment, dans tout médicament, il y a un risque, et ben ensuite, on traite ces malades dans ce cadre de cette unité, ce qui leur permet d'accéder plus rapidement à l'innovation thérapeutique. Et après, ça, c'est quelque chose qui existe dans la plupart des grandes villes en France, où il y a ces genres d'unités qui permettent d'accéder précocement aux nouveaux médicaments. Ce qui est bien. Voilà. Du coup, on a vu que l'immunothérapie semblait proposer des choses assez innovantes, en particulier en termes de toxicité, enfin de bénéfices en tout cas par rapport à la toxicité et le confort et la qualité que ça peut engendrer aussi. On n'a pas parlé du coût de ces traitements. C'est un problème majeur. En fait, un traitement d'immunothérapie, c'est 4 à 5 000 euros tous les 15 jours. L'injection. Et donc, quand on a un malade métastatique, on peut le traiter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, vous imaginez le coût. Comme je vous dis, en monothérapie à l'heure actuelle, c'est des traitements qu'on veut utiliser dans des maladies hyper fréquentes. Le cancer du sein, le cancer du poumon, c'est des maladies qui sont hyper fréquentes. Et donc, ça ne marche pas en plus tout le temps. Donc, et quand on commence le traitement, au minimum, il faut faire 3 mois, des fois 4 mois, avant d'être sûr que ça marche ou ça ne marche pas. Donc, déjà, vous faites la somme. 5000 x 8, c'est un peu cher, juste pour tester si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, globalement, le gros problème, c'est que vis-à-vis de la sécurité sociale en France, ça va pas tenir. Ça rentrera pas dans le budget de la sécurité sociale à long terme, le développement. Il va falloir réinventer un autre mode de fonctionnement, puisque là, on va tout faire exploser sur les coûts. Après, on peut dire, oui, c'est des médicaments qui coûtent peut-être trop cher. Alors moi, je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui fixe les prix. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous développez ces médicaments, nous, en France, moi, je suis chercheur dans un laboratoire INSERM, qui est un laboratoire public, on n'a pas les moyens de fabriquer un médicament comme ça. C'est forcément un industriel qui peut le faire, et malheureusement, en France, ou même quasiment en Europe, il n'y a pas d'industriels qui sont capables de fabriquer ce genre de médicaments. La plupart de ces médicaments, ils viennent d'industriels qui sont aux États-Unis. Et en fait, on est obligé de bosser avec eux parce que sinon, il n'y a pas moyen d'avoir accès à ces médicaments. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est un coût monumental de fabriquer ces médicaments. Juste là, j'avais été une présentation d'un laboratoire qui s'appelle AstraZeneca. AstraZeneca a un budget de 20 milliards d'euros par an et il dépense 6 milliards d'euros uniquement pour fabriquer des médicaments. Donc voilà, ça explique un peu le prix. Alors après, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, là je vous demande votre sentiment sur la question, si effectivement il y a moins de toxicité et un bénéfice, une chimiothérapie va générer en fait une prise en charge de toutes ces toxicités qui pourrait être compensée par, qui pourrait peut-être compenser le, Alors, le coût. Je suis d'accord que en fait une hospitalisation ça coûte cher, que tous les traitements qu'on fait derrière ça coûte cher, et que en diminuant ça, on va diminuer aussi les coûts de santé. Je suis d'accord. Mais après, quand on fait le calcul, globalement, ça va pas, parce que ce qu'il faut pas oublier, je suis désolé de parler de ça, mais quand moi j'ai commencé il y a 10 ans à faire de la cancérologie, même il y a 15 ans maintenant, ça va vite, les gens, les traitements, ils marchaient pas beaucoup. Donc en fait, on traitait pas les gens très longtemps. Tandis que maintenant que les traitements marchent bien, on traite les malades beaucoup plus longtemps, et donc ça coûte beaucoup plus cher.
Est-ce que le professeur Guergueli, Margot demande, peut préciser le délai de 3-4 mois pour l'efficacité? Oui. Alors, en fait, quand vous évaluez l'efficacité d'un médicament, comment vous faites? Donc, vous faites un scanner du corps entier et vous mesurez ce qu'on appelle des cibles. En gros, c'est les tumeurs, la taille des tumeurs. Vous les mesurez en centimètres. Ensuite, vous faites votre traitement. Donc, vous attendez que le traitement agisse. Et ensuite, vous remesurez les tumeurs. Si les tumeurs ont diminué de taille, c'est que le traitement est efficace. Ça prend un certain temps. Sur une chimiothérapie, c'est plutôt 2 mois. Sur de l'immunothérapie, 2 mois, souvent, c'est un peu court, surtout que des fois, il y a un petit peu d'inflammation au départ et les tumeurs tardent à diminuer de taille. C'est pour ça que des fois, le médecin, il va vous dire « Ouais, ça n'a pas bougé » ou voire même « Ah, ça a un petit peu grossi, mais vous allez mieux. Donc, on va attendre et on va refaire un scanner dans 2 mois. » Et en fait, ça, c'est parce que l'immunothérapie, des fois, ça met un peu de temps à agir. Donc, vous voyez, souvent, on arrive à 4 mois. Très bien. On avait Delphine aussi qui reprenait la question par rapport à votre recherche sur les patients qui consultent dans votre cabinet, enfin, au CGFL. Est-ce que vous faites la recherche de marqueurs chez tous ces patients, enfin, chez tous vos patients éligibles à l'immunothérapie, j'imagine déjà? Oui. Alors, oui, je fais la recherche de marqueurs quand j'ai des études d'immunothérapie à fournir aux patients. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas des études avec de l'immunothérapie à proposer dans tous les types de cancers. Je donne par exemple un exemple, vous pouvez traiter des cancers du côlon et puis des cancers du poumon, puis des fois vous avez des études pour le cancer du poumon et pas pour le cancer du côlon. Et bien évidemment, quand j'ai une étude, je regarde chez mes malades, puis quand j'ai pas d'études, je vais pas regarder parce que j'ai pas à leur proposer de nouveaux médicaments. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de malades? Alors en fait, ça c'est extrêmement... C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre en étant médecin, puisqu'en fait ça dépend de votre recrutement, entre guillemets, de malades, qui dépend pas simplement du nombre de malades, mais aussi de votre environnement, s'il y a plus ou moins de médecins à côté de vous. Pour l'instant, moi j'ai un peu l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a de moins en moins de médecins. Mais voilà, ou que les malades vivent plus longtemps et que donc on en a plus, ce qui est très bien pour tout le monde. Mais après, au-delà de cette plaisanterie, il y a des maladies où l'incidence du cancer augmente en France, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Et il y a des maladies où l'incidence diminue. Par exemple, le cancer du sein diminue, pas beaucoup, hein, tout petit peu, mais diminue en nombre. Le cancer du côlon diminue nettement en nombre grâce au dépistage. Puis il y a des tumeurs où il y en a un peu plus. C'est le mélanome, c'est le cancer du pancréas, par exemple. Alors, Margot a précisé, mais j'avais compris, l'immunothérapie, du coup, aurait un intérêt en situation néoadjuvante et en adjuvant. Alors peut-être réexpliquer les termes néoadjuvant et adjuvant, parce que peut-être que tout le monde ne maîtrise pas. Alors néoadjuvant, je prends l'exemple du cancer du sein. Dans le cancer du sein, vous pouvez faire de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire que vous avez une tumeur, et puis le chirurgien, il vous dit, il va peut-être y avoir besoin d'enlever le sein. Donc c'est quand même traumatisant, c'est pas bien, et on aimerait bien éviter. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la chimiothérapie qui permet de diminuer la taille de la tumeur, et pas tout le temps, mais quand on a de la chance, la tumeur diminue suffisamment et on peut simplement enlever la tumeur. Donc ce qui est mieux pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle la stratégie néoadjuvante. La stratégie adjuvante, c'est vous avez eu votre cancer du sein, on a enlevé la tumeur, et après il y avait quand même des facteurs de risque qui faisaient dire qu'il faut faire de la chimiothérapie après. Dans l'immunothérapie, on a l'impression que ce qui est le mieux pour l'immunothérapie, c'est de faire de l'immunothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire quand il y a encore la tumeur en place. Ça a 2 intérêts. Un, c'est qu'il y a encore la tumeur, donc il y a encore les globules blancs qui sont dans la tumeur, et donc c'est plus facile de les réveiller, bêtement. Et
Deuxièmement, une fois que vous avez fait votre traitement, vous enlevez la tumeur. Donc en fait, vous savez si le traitement a marché. Puisque si ce traitement a marché, dans ce cas-là, le malade est très certainement guéri, on arrête le traitement. Puis s'il n'a pas marché, il ne faut pas continuer l'immunothérapie, il faut faire autre chose. Donc, on va avoir une preuve dans le malade que ça a marché, et on va pouvoir en même temps diminuer la quantité de traitement qu'on va donner au malade. Donc moi, je trouve que c'est super bien comme stratégie, et c'est vraiment le truc qui se développe à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Véronique aurait tendance à conclure, finalement, l'immunothérapie n'est pas encore au point. Alors, là, je ne suis pas d'accord. C'est sévère ? C'est sévère. Sinon, il faut dire qu'il n'y a aucun traitement en cancérologie qui est au point. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir voir le malade, lui dire, je vais vous faire ça, il va se passer ça, et à la fin, vous serez guéri. Et ça,